La Cour constitutionnelle, siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité et de rectification des erreurs matérielles, déclare ouverte son audience de ce jour. Madame la greffière, vous avez la parole pour la lecture de l'extrait du rôle. Merci, Monsieur le Président. Nous avons les dossiers en cours normal. R11 22-20, requête du regroupement politique Action des Alliés pour la convention AABC en sigle en inconstitutionnalité de l'arrêt rendu par le Conseil d'État sous REA 203 en contentieux des résultats des élections législatives provinciales dans la circonscription électorale de Lissala, ville, province de la Mongale. Requête R11 22-25. Requête de M. Kikoufi Djanzongani, janvier, en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt sous R-Const 1802 de la Cour constitutionnelle, rendu en date du 18 novembre 2022. R-Const 2368. Requête du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, AACPJ, en sigle, en contestation de la décision de l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi, reprise dans le procès verbal du 13 novembre 2024, invalidant M. Songena Félix comme député provincial. Enfin, les dossiers de filtrage. R11 2209. Juste le numéro. 2326. 2327, 2346, 2376, 2394, 2395, 2401, 2406, 2407, 2410, 2412, 2419 et enfin 2421. Monsieur le Président, nous avons encore un extrait à dedans. D'accord. Le seul dossier qui passe en cours normal, sous R-Const 2370, requête de M. Mbikila Mbanyewe Norbert et consort en inconstitutionnalité de la motion incidentielle du 13 novembre 2024 par laquelle l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi a adopté la déchéance des 5 députés provinciaux. Ainsi, Monsieur le Président, je lis. La Cour vous remercie. La Cour appelle la cause sous R-Const 2220, requête du regroupement politique Action des Alliés pour la Convention AA-BARC, en inconstitutionnalité de l'arrêt rendu par le Conseil d'État sous REA 203 en contentieux des résultats des élections législatives provinciales dans la circonscription électorale de Lissala-Ville, province de la Mongala. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé. Nous les donnons sur dispositif qui est ainsi concis. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle se déclarer incompétente, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre sa décision sur le banc et sur dispositif. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, spécialement les articles 21 alinéa 1er, 160 alinéa 1er et 162 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 43, 48, 88 et 96 alinéa 2, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, spécialement les articles 54 et 91 alinéa 2, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée,
dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à la Première ministre, ainsi qu'au président de l'Assemblée provinciale de la Mongala. Dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce 20 mai 2025, à laquelle ont siégé Mesdames et Messieurs Kamouleta Badibanga Dieudonné, président, Bokona Wipa Bonjali François, Kalume Asengo Tcheoussi Alphonsine, Jalar Yumabaati Christian, Lumumbaya Sylvain, Manza Andia Dieudonné, Odiononde Marthe et Kaindomguru Aristide, juge, en présence du procureur général représenté par le premier avocat général, Likoko Bangala, avec l'assistance de Madame Ngalula Viviane, greffière du siège. Mesdames et messieurs, nous avons été pris des cours comme vous d'ailleurs. Vous constatez que la Cour est d'abord saisie pour une autre affaire. Elle s'est réunie justement pour cette affaire-là, c'est-à-dire que il y a un contentieux électoral sur lequel la Cour constitutionnelle devait se prononcer. C'est ce qui est donc en train d'être fait, un litige de la province de la Mongala, mais aussi un autre litige de la province du Sud-Obangi. Le procureur La cause, général... elle conste 22-25, requête de M. Kikoufi Dia Zongani Janvier, en rectification d'erreurs matérielles contenues dans l'arrêt sous R-Const 1802 de la Cour constitutionnelle, rendu en date du 20 mars 2023. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif qui est ainsi concis. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle de se déclarer compétente, dire irrecevable la présente requête pour défaut de qualité dont le chef de l'avocat conseil du requérant pour défaut de procuration spéciale dans le dossier, dire qu'il n'y a pas lieu à paiement de frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré et rend sa décision sur le banc. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de rectification d'erreurs matérielles, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la requête recevable et la déclare, la dit fondée, corrige son arrêt sous R-Const 1802 en disant tant au motif qu'au dispositif, entre guillemets, Cour militaire de Kinshasa, Gombe, en lieu et place des hautes cours militaires. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié à la requérante, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à la Première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à son audience publique de ce jour, à laquelle a siégé la présente composition. Mesdames et messieurs, téléspectateurs de la radio-télévision nationale congolaise, je disais tantôt que nous sommes là encore dans le cadre d'un procès, d'un contentieux électoral. C'est le deuxième de ce jour. Les affaires qui sont jugées, le procureur a donné ses deux avis et Jacques Tibourbois, les téléspectateurs constatent comme nous que dans le procès Matata, qui est un procès pénal,
le procureur avait fait un réquisitoire, mais pour pour d'autres affaires comme celle-ci, par exemple, ce sont des avis que le procureur donne et le président, la Cour, peut aller dans le sens du procureur ou ne pas aller dans le sens du procureur. Pour les deux affaires, la première, la Cour est allée à l'encontre de l'avis du procureur, et pour la deuxième affaire, la Cour a suivi. Elle conste 2368. Requête du regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, AACPG en sigle, en inconstitutionnalité de la décision de l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi, contenue dans le procès-verbal du 13 novembre 2024, rejetant, au préjudice du député provincial Sogena Bakwe Félix, l'arrêt LEA 268 du 16 avril 2024 du Conseil d'État. Monsieur le procureur général, vous avez la parole pour votre avis. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle se déclarer compétente, dit recevable la présente requête pour défaut de qualité dans le chef de l'avocat conseil des requérants pour défaut de procuration spéciale dans le dossier, dire qu'il n'y a pas rien à paiement de frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt le débat, met la cause en délibéré et rend sa décision sur le banc. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique numéro 13/26 du 15 octobre 2013, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, dit qu'elle est compétente, dit la requête recevable et la déclare fondée, dit par conséquent inconstitutionnelle la décision de l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi contenue dans le procès-verbal du 13 novembre 2024 et la déclare nulle et de nul effet. Dit que seul l'arrêt sous REA 268 du Conseil d'État, rendu le 16 avril 2024, demeure d'application et exécutoire. En sus, ordonne à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi de valider dans le délai de 10 jours, à dater de la signification du présent arrêt, le mandat de M. Sogena Bakwe Félix en qualité de député provincial élu de la circonscription électorale de Kungu dans la province du Sud Ubangi. Il dit que le présent arrêt produit ses effets à partir du 18 septembre 2024, date à laquelle l'arrêt de REA 268 du Conseil d'État a été signifié à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au regroupement politique Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, AACPG en sigle, à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangi, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à la Première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Elle compte 2370 en cause aux requêtes de M. Mbikila Ngbanyewe Noro Norbert et Anzibe Mata Maoso Simaro Hilaire en inconstitutionnalité de la motion incidentielle de l'Assemblée provinciale du Sud-Ubangi du 13 novembre 2024, rejetant à leur préjudice les arrêts sous REA 334 et 335 du Conseil d'État du 16 avril 2024. Monsieur le procureur, vous avez la parole.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole nous accordée. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, l'arrêt est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif. L'avis, nos esquisses, ce n'est pas l'arrêt. L'avis est entièrement rédigé et nous le donnons sur dispositif ainsi concis, Monsieur le Président. Par ce motif, plaise à la Cour constitutionnelle, se déclarer compétente, dire recevable et fonder la requête, déclarer inconstitutionnelle et annuler la résolution de déchéance de requérants, ordonner leur réintégration à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangui en qualité de députés provinciaux, dire qu'il n'y a pas lié à paiement des frais. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats, prend la cause en délibéré pour rendre sa décision sur les bancs. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, vu la loi organique numéro 13/026, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, dit qu'elle est compétente, dit la requête recevable et la déclare fondée, déclare inconstitutionnelle la décision de l'Assemblée provinciale du Sud Ubangui contenue dans le procès verbal du 13 novembre 2024, rejetant les arrêts sous REA 334 et 335 du Conseil d'État du 16 avril 2024 et l'a dit nul et de nul effet. Dit que seuls les arrêts sous REA 334 et 335 du Conseil d'État rendus le 16 avril 2024 demeurent d'application et partant exécutoires. Ordonne à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangui de valider dans le délai de 10 jours, à dater de la signification du présent arrêt, les mandats de M. Mbikila Ngoba Nyewenoro Norbert et Anzibe Mata Maoso Simaro Hilaire en qualité de députés provinciaux élus respectivement dans les circonscriptions électorales de Guémena et de Kungu dans la province du Sud Ubangui. En outre, dit que son arrêt produit ses effets. Son arrêt produit ses effets à partir du 18 septembre 2024, date à laquelle les arrêts sous REA 334 et 335 du Conseil d'État ont été signifiés à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangui. Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, à l'Assemblée provinciale du Sud Ubangui, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat ainsi qu'à la Première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Monsieur le procureur général, en ce qui concerne le dossier de filtrage, c'est-à-dire du R-Const 2209 jusqu'au R-Const 2421, comme nous venons de le dire, tous ces dossiers ont été traités selon le mode de filtrage. Vous avez la parole pour votre avis en ce qui concerne tous ces dossiers-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président, une fois de plus pour la parole nous accorder. Monsieur le Président, honorables membres de la composition, pour le dossier de filtrage du numéro 1 jusqu'au numéro 14, plaise à la Cour s'est déclarée incompétente, dire qu'il n'a pas lié à paiement de frais d'instance. Nous avons dit, Monsieur le Président. La Cour vous remercie. Elle clôt les débats dans toutes ces causes qu'elle met en délibéré pour rendre ses arrêts sur le banc. En illustration, elle rend l'arrêt sous R-Const 2209.
requête de M. Mbo Albert en inconstitutionnalité de la décision numéro 006/CENI/AP/024 du 25 janvier 2024 de la Commission électorale nationale indépendante portant convocation de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces. C'est pourquoi, vu la Constitution de la République démocratique du Congo telle que modifiée à ce jour, vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013, vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avis du procureur général, se déclare incompétente, dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera notifié au requérant, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et à la Première ministre, dit en outre qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué à l'audience publique de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. L'audience suspendue est reprise. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive ouvre son audience. Monsieur le greffier, vous nous donnez la lecture de l'extrait du rôle. Merci, Monsieur le Président. La parole. Extrait de rôle. La Cour constitutionnelle siégeant en matière répressive prononce à son audience publique de ce mardi 20 mai 2025 l'affaire ci-après. Une seule cause, le RP 002, ministère public contre Matata Mponyo Mapon Augustin, Krobler Christo Stéphanis et Mutombo Nyembo Deocracias. Fait à Kinshasa le 14 mai 2025, le greffier en chef, signé PO, Teddy Lutonadio, directeur. La Cour vous remercie, Monsieur le greffier. À l'intention de Monsieur le procureur général, cette cause était prise en délibéré et elle revient ce jour pour le prononcer de l'arrêt. RP 0002 par requête aux fins de fixation d'audience numéro 055/RMP.1 0005/PG.C const /PBP/23 du 12 juillet 2023, le procureur général près la Cour constitutionnelle poursuit devant celle-ci les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin, Mutombo Mwananyembo Deogracias et Globler Christo Stéphanus pour, à charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanus, avoir, étant auteur ou co-auteur, selon l'un des modes légaux des participations criminelles prévus à l'article 21 du Code pénal livre 1er, à Kinshasa, ville de ce nom et capitale de la République démocratique du Congo, sans préjudice des dates précises, mais entre les mois de novembre 2013 et novembre 2016, période non encore couverte par le délai légal de prescription de l'action publique, agissant par coopération directe, étant respectivement agent public de l'État, notamment Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour le premier cité, et pour le second dirigeant de la société Africom Commodities, détourné par plusieurs moyens, notamment par l'octroi des avantages financiers, la surfacturation, la constitution des sociétés écrans, les détournements des procédures et la non-exécution des travaux d'aménagement de la route du site et de la construction des écoles de formation et d'autres ouvrages, la somme globale équivalente en francs congolais de $115 997 106.
qui était remise à la société Africom Commodities pour la gestion du parc agro-industriel de Bukangalonzo, PAIBEL en cycle, projet mis en place par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tels que modifiés et complétés par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À charge des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Mutombo Mwananyimbo Deogracias. Avoir étant auteur ou co-auteur, selon l'un des modes légaux des participations criminelles prévus par l'article 21 du Code pénal livre 1er, dans les mêmes circonstances des lieux et des temps ci-dessus, comme co-auteur agissant par coopération directe, étant agent public de l'État, respectivement, Premier ministre du gouvernement de la République démocratique du Congo, pour le premier cité, et gouverneur de la Banque centrale du Congo, pour le second cité, détourner la somme globale équivalente en francs congolais à $89 millions, destinée à la construction du marché international de Kinshasa Marikin SA en abrégé. Fait prévu et puni par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tels que modifiés et complétés par la loi numéro 73/017 du 5 janvier 1973. À l'audience publique du 23 avril 2025, au cours de laquelle l'affaire a été appelée, instruite, plaidée et prise en délibéré, aucun des prévenus n'a comparu alors que la remise a été accordée à la demande des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, et l'heure était donc contradictoire, et que la date d'audience a été notifiée régulièrement au dernier. Sur l'état de la procédure, la Cour a déclaré celle-ci, la procédure suivie régulière sur remise contradictoire à l'égard des prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Globler Christo Stéphanous, et sur notification des dates d'audience régulières à l'égard du prévenu Mutombo Mwananyimbo Deogracias. La Cour a constaté cependant que les deux premiers prévenus ont versé au dossier des correspondances pour justifier chacun son défaut de comparaître. S'agissant du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin, il a décidé de ne pas comparaître en se fondant sur une décision de l'Assemblée nationale non versée au dossier qui aurait déclaré inconstitutionnelle la procédure à sa charge. Quant au prévenu Globler, Christo Stéphanous, il a sollicité une remise de 90 jours au motif qu'il ne saurait se présenter devant la Cour car ayant connu une chute l'ayant placé dans l'incapacité de travail. Pour convaincre, il a annexé à sa lettre une attestation médicale signée par un médecin sud-africain. Pour la Cour, il est des jurisprudences constantes, notamment sous R-Const 1576 et 1543, qu'une telle attestation doit être impérativement établie de manière collégiale par 3 médecins, dont un médecin en chef ou agréé par l'État. Cette exigence, loin d'instaurer une restriction de droit, vise à garantir la rigueur, l'objectivité et la crédibilité des constatations médicales, en particulier lorsqu'elle peut produire des implications juridiques majeures, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce. Le prévenu Globler Christo Stéphanous, contrairement aux exigences ci-dessus, a produit une attestation établie en date du 17 avril 2025, signée par un seul médecin sud-africain. Dès lors, la Cour ne peut faire droit à sa demande. Quant au prévenu Mutombo Mwananyimbo Deogracias, il n'a pas comparu malgré la citation à prévenu lui signifier régulièrement. Sollicité pour son réquisitoire, quant à ce,
au sujet de la non-comparution de 3 prévenus à l'audience du 23 avril 2025, le ministère public a rappelé les circonstances de la remise contradictoire pour cette date et a demandé à la Cour de poursuivre l'instruction de la cause sans désemparer, ce que cette dernière a adjugé. La Cour constate qu'il gît au dossier une requête en réouverture des débats introduite par les prévenus Globler et Christos Stéphanous. La Cour note que la réouverture des débats n'est possible avant le prononcé de la décision que dans les cas de la survenance d'un fait nouveau ou d'un élément de preuve essentiel qui n'aurait pas été examiné lors de l'instruction. En l'espèce, la Cour ne fera pas droit à la demande du prévenu Globler Christos Stéphanous dans la mesure où elle apparaît clairement dilatoire car manifestement motivée par une volonté délibérée de retarder la procédure sans raison valable et non admissible. Davantage, la durée même de l'instance, quoique objectivement justifiée, a été suffisante pour les parties à préparer et présenter leurs moyens de défense. Aussi, sa demande ne présente aucun fait nouveau, pertinent, susceptible de convaincre la Cour à ordonner la réouverture des débats. Bien plus, une telle mesure aurait pour implication l'enlisement de la procédure et porterait un coup dur aux droits des autres parties dans la corréité sans justification suffisante, notamment le droit au délai raisonnable du procès tel que consacré par les articles 19 alinéa 2 de la Constitution, 7 paragraphe 1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et l'article 9, paragraphe 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il en va de même du droit au bénéfice du contradictoire. Élément essentiel du procès équitable, les prévenus Globler Christos Stéphanous, poursuivis comme complices, n'ayant pas réservé copie de sa demande à toutes les autres parties au procès. Dans ce sens, il n'y a pas lieu d'ordonner la réouverture des débats demandés par l'avocat du prévenu n'ayant pas assisté à l'audience des plaidoiries pour des raisons indépendantes de sa volonté s'il apparaît que la Cour a été suffisamment éclairée par l'instruction préparatoire. Dès lors, la Cour dira irrecevable la dite demande. La Cour indique qu'à l'audience du 14 avril 2025, les prévenus Matata Poniomapon Augustin, assistés de ses conseils, avaient soulevé des exceptions liées respectivement à l'incompétence de la Cour et à l'irrecevabilité de l'action du ministère public comme suit. 1. Exception d'incompétence. Il ressort de la feuille d'audience et du déroulé de l'audience, renseigné dans la vidéo à la disposition de la Cour, que le prévenu Matata Poniomapon Augustin a soulevé l'exception d'incompétence formulée comme suit. Petit 1. Exception d'incompétence tirée de l'arrêt sous RP 0001 de la Cour constitutionnelle du 15 novembre 2021, fondée sur l'incompétence alléguée de la Cour à juger un ancien Premier ministre. 2. Exception d'incompétence fondée sur la violation de l'article 168 de la Constitution du 18 février 2006, tel que modifié à ce jour. Le prévenu Matata Poniomapon Augustin soutient que l'interprétation selon laquelle l'arrêt RP 0001 aurait été renversé par un autre arrêt, rendu par la même Cour sous le R-Const 1816 du 18 novembre 2022, constitue une violation de l'article 168 de la Constitution. À ce titre, il demande à la Cour de reconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt RP 0001. 3. Exception d'incompétence tirée de la violation de l'article 162 de la Constitution, en ce que la Cour constitutionnelle, dans son arrêt sous R-Const 1816, fait rentrer la requête de la Cour de cassation sous l'empire de cette disposition. Il reproche à la Cour constitutionnelle d'avoir, dans son arrêt R-Const 1816,
indûment fait application de l'article 162 de la Constitution à une requête émanant de la Cour de cassation. Il reproche le fait que l'arrêt aurait déclaré la compétence pénale de la Cour à son égard, alors qu'il n'était pas parti à la procédure sous R-Const 1816. Selon ses dires, il n'avait soulevé aucune exception d'inconstitutionnalité devant la Cour de cassation sous RP 09/CR et n'avait été notifié dans la procédure sous R-Const 1816 ni n'a été entendu et qu'il n'y a jamais eu de débat public et contradictoire. 4. Exception d'incompétence invoquée au regard des articles 160 à 163 de la Constitution. Le prévenu soutient que seuls les partis à un procès peuvent saisir la Cour constitutionnelle par voie d'exception d'inconstitutionnalité et qu'en conséquence, la saisine par la Cour de cassation serait irrégulière. 5. Exception d'incompétence fondée sur la violation de l'article 1er bis du Code pénal, livre 1er. Le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin reproche au procureur général près la Cour constitutionnelle le recours à une interprétation à la fois analogique et extensive de l'article 163 de la Constitution, aboutissant de la sorte à assimiler un ancien Premier ministre à un Premier ministre en fonction. Il conteste également l'existence d'un revirement de jurisprudence dans la même affaire rendue par la même juridiction et impliquant la même partie, en l'occurrence dans l'arrêt R-Const 1816. 2. Chiffre romain. Exception d'irrécevabilité. Point 1. Exception d'irrécevabilité fondée sur la violation des articles 166 alinéa 1er de la Constitution et 80 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin soulève une exception d'irrécevabilité tirée du non-respect de la procédure pénale. Il soutient que le procureur général près la Cour a méconnu les exigences des articles 166 alinéa 1er de la Constitution et 80 de la loi organique pré-rappelée. Selon lui, ces dispositions imposent pour tout acte de poursuite à l'encontre d'un ancien Premier ministre une procédure de mise en accusation préalable, laquelle doit être autorisée par un vote à la majorité de 2/3 de membres du Parlement réunis en congrès. 3, ou 2 plutôt, irrécevabilité de l'action publique tirée de la violation des alinéas 2 et 3 de l'article 107 de la Constitution. Le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin affirme que, en sa qualité de député national, en fonction et conformément aux alinéas 2 et 3 de l'article 107 de la Constitution, le procureur général près la Cour constitutionnelle aurait dû, à l'instar de la procédure engagée auprès du Sénat, solliciter l'autorisation préalable de l'Assemblée nationale pour engager ou poursuivre l'action pénale à son encontre. 3. Irrécevabilité liée à la violation de l'article 103 de la loi organique précitée, en ce que le procureur général n'a pas produit au dossier la résolution de mise en accusation du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin adoptée par le Congrès et que nul ne peut être poursuivi ou condamné qu'en vertu de la loi ou dans les formes qu'elle prescrit. La Cour rappelle que, dans son arrêt avant dire ou droit, sous RP 0002, du 13 novembre 2023, elle s'était déjà prononcée définitivement au sujet des mêmes exceptions d'incompétence et d'irrécevabilité soulevées par les prévenus Globler Christo Stéphanous et Mutombo Mwananyembo Deogracias en les déclarant non fondées. La Cour précise qu'en dépit du caractère erga omnes de sa décision avant dire droit susvisé, elle répondra surabondamment aux dites exceptions. S'agissant de sa compétence pour juger le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin,
ancien Premier ministre en matière pénale. La Cour rappelle qu'elle découle des articles 163 et 164 de la Constitution, 80 et suivants de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Elle ajoute que l'article 163 de la Constitution détermine la compétence personnelle, c'est-à-dire cite limitativement les personnes qu'elle est appelée à juger en matière répressive. À celle-ci s'ajoutent les co-auteurs et complices mis à leur charge en vertu de la dernière partie de l'article 164 de la même Constitution. Cet article 164, dans sa première partie, définit la compétence matérielle de la Cour constitutionnelle en matière pénale en citant limitativement les infractions qui sont susceptibles d'être jugées par cette Cour, à savoir les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, pour les délits d'initiés, ainsi que pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. De ces deux dispositions, les articles 163 et 164 de la Constitution, la Cour déduit que sa compétence personnelle se distingue des compétences personnelles de toutes les autres juridictions, pour autant qu'elle n'implique pas toutes les infractions commises par une personne, mais plutôt des infractions commises par telle personne précise dans des circonstances déterminées contrairement aux autres compétences personnelles qui impliquent que la personne puisse être jugée en ne considérant que le moment de poursuite tel qu'il en est de celle définie à l'article 153 de la Constitution, selon laquelle la Cour de cassation est juge de toutes les infractions commises par les personnes jouissant du privilège devant sa juridiction sans égard au taux de la peine. La Cour considère que, contrairement à l'article 153 de la Constitution, qui définit la compétence personnelle quel que soit le taux de la peine, l'article 163 ne peut pas se lire sans l'article 164 qui limite les compétences de la Cour constitutionnelle en tenant seulement compte du moment de la cristallisation, notamment à l'occasion de l'exercice de fonction de Premier ministre, abstraction faite du moment où les poursuites sont engagées contre ces personnes. Pour la Cour, la Constitution n'a pas établi de distinction sur les moments de poursuite, peu importe que le Premier ministre ou le Président de la République soit encore en fonction ou pas, l'important étant le moment de la commission des faits, c'est-à-dire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions respectives. La Cour se conforte dans cette position en se fondant sur les derniers alinéas de l'article 99 de la Constitution, qui prévoit sa compétence pour connaître de poursuites contre le Premier ministre quand il n'est plus en fonction en cas de défaut de déclaration du patrimoine familial dans les 30 jours suivant la fin des fonctions ou la déclaration frauduleuse ou des soupçons d'enrichissement sans cause. La Cour conforte sa conviction par l'article 108 de la loi organique relative à son organisation et à son fonctionnement, qui établit une distinction nette entre les infractions de la compétence de la Cour constitutionnelle de celles de la compétence des autres juges pénaux, en disposant que, pour les infractions commises en dehors de l'exercice de leurs fonctions, la juridiction compétente est celle de droit commun, par opposition à la compétence matérielle de la Cour constitutionnelle. D'ailleurs, dans la même logique, interprétant l'article 164 de la Constitution, la Cour avait considéré dans son arrêt sous R. Const. 1816 que la qualité ou le statut de l'auteur de l'infraction, du prévenu ou de l'accusé qui détermine le juge compétent pour connaître des faits mis à sa charge est celui qui est le sien au moment de la commission de l'infraction. C'est dans le même sens que la Cour suprême de justice avait jugé que la Cour d'appel est compétente pour juger un ancien magistrat si les faits reprochés à ce dernier ont été commis dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa fonction
pendant qu'il était encore magistrat et en relation avec son ancienne fonction. Pour la Cour, l'exercice de sa fonction de juge pénal s'inscrit dans la philosophie générale de la Constitution du 18 février 2006, dictée par les préoccupations majeures qui président à l'organisation des institutions de la République et qu'elle considère comme principe à valeur constitutionnelle. Ces principes irriguent et irradient l'ensemble des dispositions de cette Constitution. Il s'agit en particulier de la nécessité de garantir la bonne gouvernance et de lutter contre l'impunité tel que repris au point 3 de l'exposé des motifs respectivement, au sous-point 5 et 6 et au 4e paragraphe du préambule de cette loi fondamentale dont elle est gardienne. La Cour réaffirme la volonté du peuple congolais telle qu'exprimée notamment au paragraphe 4 du préambule de la Constitution du 18 février 2006, qui considère l'impunité comme l'un des corollaires de l'injustice, autant que le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes à l'origine de l'inversion générale des valeurs cardinales républicaines susceptibles de conduire à la ruine du pays. Ils constituent des tares aporétiques qui affectent et menacent dangereusement la vie et la survie de la République. Dès lors, il est difficile de comprendre qu'une telle constitution, qui prône la bonne gouvernance, en l'occurrence la gestion orthodoxe des deniers publics et, par voie de conséquence, la lutte contre l'impunité, particulièrement de leur détournement, puisse entretenir ou organiser en même temps un régime d'impunité pour une catégorie d'individus, anciens premiers ministres soient-ils, sans porter atteinte au principe de la non-discrimination, de l'égalité et de l'égale protection de tous devant la loi consacrée par la Constitution et les instruments juridiques internationaux de caractère universel et régional africain. Dans ces conditions, la Cour constitutionnelle est le juge du Premier ministre pour les actes posés à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, quel que soit le moment de poursuite, pendant ou après les fonctions, la seule limite étant la prescription telle que définie par la loi. Ainsi, saisi pour juger les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin pour des actes qu'il aurait commis pendant qu'il était Premier ministre, la Cour se déclarera compétente pour en connaître. En conséquence, sur pied de l'article 164 in fine de la Constitution, qui dispose que la Cour est également compétente pour juger les co-auteurs et complices, elle se déclarera compétente à l'égard des prévenus Mutombo Mwananyimbo, Deogracias et Globler et Christostéphanous. Il s'agit là d'un cas de prorogation des compétences qui constitue une dérogation à la compétence personnelle des juridictions répressives. Par ailleurs, comme la Cour s'est prononcée dans son arrêt avant du droit du 23 novembre 2023, après instruction au regard des déclarations du prévenu Globler Christostéphanous, selon lesquelles il n'a versé aucun sou, ce dernier ne peut prétendre au statut d'investisseur, tant il est vrai que, au départ, il n'avait que le statut de gestionnaire du parc agro-industriel, comme cela découle du contrat de gestion intervenu une année après qu'il avait commencé à recevoir de fonds du Trésor public. Quand bien même il aurait eu la qualité, l'article 164 pré-rappelé n'a fait aucune exception quant à la qualité des co-auteurs et complices. Dès lors, son déclinatoire des compétences devient non pertinent. S'agissant des exceptions soulevées, qui sont loin d'être des déclinatoires des compétences, mais plutôt des fins de non-recevoir, et examinant celle tirée de la violation de l'article 168 de la Constitution et celle tirée de son arrêt RP 0001, la Cour soutient qu'elle a toujours lu dans l'article 168 de la Constitution l'autorité absolue de la chose jugée, telle que cela ressort de ses arrêts R. Const. 1663 du 30 novembre 2021, R. Const. 1370-1373-1374 du 18 juin 2021
R. Const 1554 du 18 juin 2021 et R. Const 1993 du 15 janvier 2021. Elle reconnaît cette même autorité à l'arrêt RP 001, par lequel elle a déclaré qu'elle était incompétente pour juger un ancien Premier ministre pour les actes posés pendant qu'il était en fonction, autant qu'il en est pour l'arrêt R. Const 1816, par lequel elle s'est déclarée compétente pour connaître des infractions commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du Premier ministre. Il en est ainsi de l'arrêt R. Const 1880, par lequel elle affirme que l'arrêt R. Const 1816 ne constitue pas une voie de recours, ni ordinaire, ni extraordinaire, proscrite par l'article 168 de la Constitution. En effet, interprétant l'article 168 de la Constitution, la Cour avait jugé dans les R. Const 1880 que le revirement jurisprudentiel est une possibilité d'autocorrection reconnue à tout juge qui, face à de nouveaux éléments ou à des conséquences inattendues de ces décisions, de les modifier car leur maintien serait de nature à pétrifier le système juridique et à provoquer des injustices inacceptables. Leur subsistance dans l'ordre juridique ne saurait être tolérée. Dans le même arrêt, elle a jugé qu'elle peut très bien décider de son propre chef de dégager d'un même texte de référence à appliquer une interprétation opposée et incompatible à celle qu'elle avait reconnue jusque-là, en se fondant notamment sur les changements des conditions factuelles, sur le fait que les précédents écartés interprétaient mal un autre précédent, ou sur la faiblesse du raisonnement initial, ou sur la survenance d'un vide juridique susceptible d'attenter aux droits humains. La Cour précise de ce point de vue qu'il est des jurisprudences constantes, tant en droit interne qu'en droit comparé, que le revirement jurisprudentiel consiste en l'abandon par les juges d'une solution antérieure au profit d'une nouvelle interprétation. Contrairement à la loi, dont les effets sont généralement limités dans le temps, la jurisprudence est, par nature, rétroactive, sauf atteinte aux droits fondamentaux, tel que l'a décidé la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt Le Grand contre la France du 26 mai 2011. Dès lors, une rétroactivité ne doit pas engendrer d'inégalités de traitement choquantes ni porter atteinte aux droits acquis. Il est toutefois admis, comme dans les arrêts Radio France, ce sont les jurisprudences de la Cour de cassation française, que la rétroactivité d'un revirement puisse être écartée si elle porte atteinte au droit d'accès au juge, si elle limite le pouvoir juridictionnel de la Cour en privant, en conséquence, une partie de son droit d'accès au juge. Or, en l'espèce, la rétroactivité de l'arrêt sous R. Const 1816 est de nature précisément à garantir au prévenu Matata Poniomapon Augustin son droit d'accès au juge en ce qu'il détermine la juridiction compétente en vertu de l'article 17 alinéa 2 combiné aux dispositions de l'article 163 de la Constitution pour connaître des faits qui lui sont reprochés ayant eu lieu au moment où il était Premier ministre en conformité avec l'article 19 alinéa 1er et 2 de la Constitution garantissant à toute personne le droit d'être jugé par une juridiction compétente. Par ailleurs, la Cour observe que ce revirement n'intervient pas dans la même cause, considérant que pour elle, il n'y a pas d'affaire Bukangalonzo, comme le prévenu veut désigner sa cause, mais plusieurs faits qui se sont perpétrés autour du projet qui a porté ce nom et qui varient selon les personnes et les actes posés, qui peuvent être qualifiés diversement, et il est possible qu'il y ait autant de procès sans pour autant remettre en question l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions judiciaires, surtout pas dans la cause sous RP 001, ni menacer la sécurité juridique ou judiciaire de quiconque. En ce qui concerne l'exception d'incompétence tirée de la violation
de l'article 162 de la Constitution, la Cour se serait déclarée compétente pénalement alors que le prévenu Matata Pogno Augustin n'était pas parti à la procédure sous R. Const 1816. La Cour relève qu'il est certes vrai que c'est bien la Cour de cassation et non la partie Matata Pogno Mapon Augustin qui a saisi la Cour constitutionnelle. En tant que tiers à la procédure sous R. Const 1816, les prévenus ne sauraient se prévaloir des droits procéduraux au sein de cette instance. La Cour rappelle que, dans sa décision sous R. Const 1816, elle a répondu exclusivement aux questions de constitutionnalité soulevées par la juridiction requérante, ce en matière de contrôle de constitutionnalité comme juge de constitutionnalité. Elle note en outre qu'elle a ordonné que le dit arrêt soit signifié aux parties dans la cause sous RP 09/CR, parmi lesquels le prévenu Matata Pogno Mapon Augustin, est publié au journal officiel ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. En effet, la Constitution, en son article 168 alinéa 1er in fine, dispose « Les arrêts sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. » Au sujet des prétentions selon lesquelles seuls les parties au procès peuvent saisir la Cour par voie d'exception d'inconstitutionnalité, la Cour précise que conformément aux articles 162, alinéa 1er et 4 de la Constitution, 52, alinéa 2 et 3 de la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 relative à son organisation et son fonctionnement, et 63 alinéas 2 et 3 de son règlement intérieur du 10 août 2018, les juridictions saisies ont également le droit de lui soumettre une exception d'inconstitutionnalité. Il en va ainsi dans la présente espèce où la Cour de cassation a exercé ce droit. S'agissant de l'exception tirée de la violation de l'article 1er bis du Code pénal livre 1er, et celle soulevée au titre de son caractère d'ordre public, la Cour estime y avoir répondu tant dans sa décision sous R. Const 1816 que dans la présente cause, suivant son arrêt avant dire droit du 13 novembre 2023, ainsi que les développements antérieurement exposés. Eu égard à ce qui précède, la Cour déclarera les exceptions d'incompétence non fondées. Examinant les exceptions de recevabilité, la Cour estime qu'elle pourrait se résumer aux prétentions du prévenu Matata Pogno Mapon Augustin, selon lesquelles les formalités juridictionnelles qu'exige son statut de député national n'auraient pas été respectées. Pour les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin, en vertu de l'article 166 de la Constitution, comme il est jugé en tant qu'ancien Premier ministre, le procureur général près la Cour constitutionnelle aurait dû obtenir une autorisation du Congrès pour pouvoir le poursuivre. Comme il n'en est pas ainsi, selon lui, l'action doit être déclarée irrecevable. Aussi, au regard de ce que le prévenu Matata Pogno Mapon Augustin est devenu député national, il ne pouvait être poursuivi qu'en application de l'article 107 de la Constitution qui exige que le procureur général demande l'autorisation pour le poursuivre et en application de l'article 103 de la loi organique relative à la Cour constitutionnelle, il aurait dû faire un rapport de ses enquêtes au président de l'Assemblée nationale pour obtenir l'autorisation de saisir le juge. Le prévenu Matata Pogno Mapon Augustin allègue également une violation du principe de la légalité des délits, des peines et de la procédure pénale tel que cela ressort de l'article 17 alinéa 2 de la Constitution qui, pour lui, signifie que le juge exerce une compétence d'attribution puisqu'il n'y a pas de juridiction sans loi. S'agissant de la légalité des infractions et des peines, la prévention du détournement des deniers publics mise à charge du prévenu Matata Pogno Mapon Augustin, commise en corréité avec ses co-prévenus, est prévue et punie par les articles 21 et 23 du Code pénal livre 1er et 145 du Code pénal livre 2, tel que modifié, complété à ce jour.
En ce qui est de la légalité de la procédure pénale, la Cour rappelle que, par son arrêt sous R. Const. 1816, elle avait considéré que tout comme pour le Premier ministre en exercice, un ancien Premier ministre reste justiciable de la Cour constitutionnelle selon la procédure prévue par la Constitution, la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et son règlement intérieur pour les faits prévus à l'article 164 de la Constitution. Dès lors, on ne saurait dire que les poursuites engagées contre un ancien Premier ministre sont dépourvues de fondement légal. Par ailleurs, pour la Cour, l'immunité a un caractère fonctionnel si bien que, s'agissant du sénateur ou du député national, elle protège non pas la personne, mais le mandat que le peuple lui a conféré. Le constituant a érigé une longue procédure pour sauvegarder le prestige et la continuité de la fonction elle-même et non la personne. De ce point de vue, la Cour juge non pertinente l'évocation de l'article 166 de la Constitution et l'exigence de la convocation du Congrès, les prévenus n'exerçant plus au moment de la présente action les fonctions de Premier ministre, fonctions que protège cette disposition constitutionnelle, mais que ce sont les faits qui lui sont reprochés, qui ont été commis pendant qu'il exerçait la dite fonction. Cependant, à la question de saisine de l'Assemblée nationale, considérant que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est devenu député national, la Cour constate que le prévenu a reçu son mandat de député pendant que les poursuites étaient déjà engagées contre lui devant la Cour constitutionnelle. Il est fondamental de rappeler que le régime des immunités parlementaires ne saurait être invoqué de manière absolue ni en dehors du contexte clairement défini par la Constitution. En effet, l'article 107 de la Constitution de la République démocratique du Congo prévoit que les immunités s'appliquent aux faits commis pendant l'exercice du mandat parlementaire. En fait, le sens des immunités parlementaires réside dans la protection de l'indépendance et de la liberté des parlementaires dans l'exercice de leur mandat. Elles ne sont pas un privilège personnel, mais une garantie institutionnelle pour assurer le bon fonctionnement du Parlement dans un régime démocratique. Or, les faits reprochés au prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin sont antérieurs à son accession à la qualité du député national. Par conséquent, l'immunité parlementaire ne saurait constituer un obstacle aux poursuites judiciaires engagées contre des actes posés alors qu'il exerçait les fonctions de Premier ministre. À ce sujet, il ressort des éléments du dossier que, par la décision numéro 006/CAB/PDT/Sénat/MBL/HFM/EBD/2001 du 5 juillet 2021, le bureau du Sénat avait autorisé les poursuites et levé les immunités du prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin. De même, par sa lettre numéro 285 du 20 juin 2023, le président du bureau du Sénat avait signifié au procureur général, près la Cour constitutionnelle, que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin était toujours à la disposition de la justice, d'autant plus qu'aucune décision judiciaire n'avait été rendue et portée à la connaissance du Sénat. Ainsi, pour le bureau du Sénat, la décision du 5 juillet 2021 restait en vigueur pour autant que le dit prévenu avait déjà perdu ses immunités. Pour la Cour, comme l'affirme le professeur Raphaël Nyabirungu Mwene Songa, nous citons, « En dehors des sessions, toute poursuite est soumise à l'autorisation préalable du bureau de la chambre à laquelle il appartient. Mais cette autorisation n'est plus requise dans les cas ci-après. Lorsque la poursuite est consécutive au flagrant délit, lorsque la poursuite intervient dans une procédure déjà autorisée par la plénière de l'Assemblée nationale ou du Sénat, voire
Professeur Nyabirungu Munyesonga, dans son traité du droit pénal général congolais aux éditions universitaires africaines, Kinshasa, de 2007, à la page 243. Cette autorisation est définitive et irrévocable tant que l'action publique n'a pas été éteinte. Elle n'est pas affectée par le renouvellement du mandat parlementaire, ni par le passage d'une chambre à une autre. En d'autres termes, l'élection à un nouveau mandat ne remet pas en cause les actes régulièrement accomplis, notamment la levée antérieure de l'humilité. En outre, la Cour réconforte sa position en se référant au raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme dans son arrêt du 16 novembre 2006 dans l'affaire Salkidis contre la Grèce, en ce que la restriction du droit au droit d'accès à un tribunal induite par l'inviolabilité parlementaire n'est pas justifiée lorsque les actes incriminés ne sont pas liés avec des fonctions parlementaires au sens strict. Il n'y a donc pas besoin d'une nouvelle levée d'immunité car la procédure judiciaire est déjà pendante et la nouvelle qualité ne purge pas les actes passés. Cette position est fondée sur les principes de continuité de la procédure judiciaire et de la non-rétroactivité des immunités. Dès lors, la Cour juge que le procureur général n'avait plus une obligation de demander une autorisation quelconque, étant donné que le prévenu est devenu député national pendant que les poursuites étaient déjà engagées en son encontre. Elle en infère que la procédure engagée ne saurait être affectée rétroactivement par l'immunité entachée à la fonction acquise ultérieurement au procès en cours. Quant à la durée du procès, elle fait remarquer que c'est les prévenus qui avaient sollicité et obtenu la suspension des audiences en vue de lui permettre de se présenter aux élections présidentielles et législatives. En effet, elle note que la procédure engagée contre le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin est non seulement légale, mais aussi régulière en ce qu'elle est saisie par la requête aux fins de fixation d'audience du procureur général après cette cour, après que ce dernier ait sollicité et obtenu du Sénat la levée de ses immunités en sa qualité de sénateur au moment de poursuites engagées contre lui. Concernant le moyen relatif à la composition irrégulière de la Cour, le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin soutient qu'un membre de la composition nommé en remplacement d'un juge dont le mandat a expiré continue à siéger. La Cour observe que le prévenu Matata Ponyo Mapon Augustin n'a pas apporté la moindre preuve de cette allégation, alors qu'il est de principe qu'il appartient à la personne qui allègue un fait d'en apporter la preuve. En outre, les prévenus affirment que ces immunités ont été levées par le Sénat en violation de ses droits à la défense pour le dossier de la zaïrianisation, alors que devant la Cour constitutionnelle, il est poursuivi pour le dossier Boukangalonso. La Cour retient que la levée des immunités du prévenu a été sollicitée et obtenue telle que démontrée supra. La Cour rejettera tous les moyens et déclarera toutes les exceptions non fondées. Examinant le fond de la cause, tel qu'il se dégage de pièces du dossier auquel la Cour a eu égard et de l'instruction menée par elle, ils peuvent se résumer comme suit. En 2013, le gouvernement de la République démocratique du Congo a adopté le programme national d'investissement agricole, PNIA, 2013-2020, avec l'appui technique et financier du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Aux fins de donner corps à ce programme, il fut conçu un plan prévoyant la construction des parcs agro-industriels à travers l'ensemble du territoire national. Dans le souci de matérialiser le dit plan, il fut élaboré et mis en exécution un projet pilote par le cabinet du Premier ministre Matata Ponyo Mapon Augustin à travers M. Moussassa
Moussoussa Ulimwengu John, son conseiller principal au Collège Agriculture et Développement, projet dénommé Parc agro-industriel de Bukanga Lonzo Paibel. La société de droit sud-africaine dénommée Africom Commodities Ltd a été recrutée, et ce, en tant que prestataire du projet pour l'aménagement, la construction et la gestion du parc sur une période de 5 ans renouvelable. Représenté par le prévenu Globler Christo Stéphanus, ce prestataire reçut une société holding gérant les activités d'une quinzaine de sociétés œuvrant dans les domaines spécifiques de fourniture des équipements, matériels et intrants agricoles. Au mois de février 2014, sans qu'aucune pièce du dossier n'atteste de l'examen préalable en Conseil des ministres, la République démocratique du Congo signa avec la société Africom Commodities un contrat de gestion qui, le 24 mars 2015, va déboucher sur une convention d'actionnaires suivie d'un avenant à la même date prévoyant la création de 3 sociétés anonymes, la société d'aménagement et de gestion du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo, Parc Agri SA, la société d'exploitation du parc, CEPAGRI SA, et la société de commercialisation dénommée Marché international de Kinshasa, Marikin SA. Droit et finance, droit et finance, droit et finance.